Merci pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Heureusement que l'IA est un phénomène endogène et qu'il n'y a pas de préfet pour la diriger. Sinon, on pourrait être inquiet. Non, mais merci de me donner l'occasion d'ouvrir cette journée. L'IA aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un mouvement scientifique, c'est un ensemble de nouvelles technologies qui se diffusent de plus en plus dans la société et dans l'économie. On le voit l'an dernier, cette année d'ailleurs, les derniers rapports qui font état de levée en capital risque sur les entreprises en IA sont extrêmement impressionnants. Il y avait déjà plus de 20% dans tout le CDE. Aux États-Unis, c'est assez important malgré le retournement de tendance. Et l'IA est peut-être un petit peu moins affectée que d'ailleurs d'autres composantes du numérique. L'IA, en gros, qu'est-ce que c'est d'un point de vue très, très, très général, très macro? On voit bien qu'il y a, dans la sphère humaine, dans la sphère productive, il y a l'énergie, il y a le vivant, il y a la matière. Il y a la création intellectuelle, les SHS, la créativité, l'art. Et il y a de plus en plus une nouvelle dimension qui a émergé depuis les années 50 qui s'appelle l'information. Donc il y a eu d'abord toutes les théories de l'information à partir du signal, et de plus en plus aujourd'hui il y a ces systèmes d'automatisation, de traitement de cette information qui est désormais en réseau depuis 20 ou 30 ans avec l'Internet, réseau qui se déploie et qui s'étend vers les machines. Et ces technologies donc sont extrêmement puissantes et contribue à la création de valeurs collectives pour l'humanité. Et ce qu'il faut éviter, évidemment, en termes d'IA, enfin d'abord, il faut reconnaître ceci, il faut voir et prendre la mesure de l'irrigation de l'IA dans les sciences. Aujourd'hui, il y a des disciplines computationnelles dans toutes les matières scientifiques ou presque, et on a vu avec le plan qui a suivi le rapport Villani, avec les chaires de recherche, les 190 chaires de recherche qui ont été créées, comment la science française s'emparait aussi et diffusait ces techniques comme outil de découverte, comme instrument de recherche et aussi de mise au point de nouveaux points. On voit bien que ça transforme plein de secteurs, ceux d'ailleurs vous avez choisis comme terreau d'élection pour vos réflexions. Donc la santé, bien évidemment. Aujourd'hui, dans l'aide au diagnostic, il y a eu des progrès très importants, mais aussi dans la recherche médicamenteuse. Il y a désormais, je lisais hier, je relisais pour préparer cette journée le rapport de Benaïch, et j'oublie toujours son co-auteur, State of AI, et qui montrait qu'il y avait désormais 18 médicaments, formules en test qui avaient été découvertes par rapport à l'IA, donc ça va changer aussi la médecine. Évidemment, il y a cette dimension qu'on retrouve dans l'éducation et dans plein d'autres domaines de personnalisation de services. Et puis, on voit bien aussi que dans un monde qui court un risque vital, majeur, systémique en termes d'environnement, d'épuisement des ressources de la planète et de réchauffement climatique, est en train d'émerger une double comptabilité de nos actions. Et on a envie depuis le XIIe siècle, avec même avant d'ailleurs, si on remonte à la Mésopotamie, mais enfin en tout cas depuis l'invention de la comptabilité en partie double, à une comptabilité budgétaire, financière de nos activités, pour qu'on ne dépasse pas notre budget, en tout cas qu'on reste dans des systèmes d'endettement soutenables. Et bien on va devoir de plus en plus émerge une économie circulaire qui repose sur une comptabilité climatique, avec le carbone comme élément principal, mais il y a plusieurs... voilà. Et ça, évidemment, ça ne sera possible qu'avec l'automatisation, avec le calcul, et l'IA pourra sans doute contribuer beaucoup à cela. Voilà, tous ces éléments macro pour dire combien l'IA est importante, mais aussi que ces technologies, actuellement, ont plusieurs terrains. Certains reposent sur la modélisation de la connaissance humaine, mais d'autres sont principalement fondés sur la statistique, une statistique extrêmement complexe, extrêmement compliquée à maîtriser. Et avec un risque, comme le disent certains auteurs critiques, et ils ont raison de critiquer tout phénomène, un risque de gouvernance algorithmique mal maîtrisée. Et donc l'IA de confiance, c'est ça, c'est de savoir comment définir des méthodes de robustesse, de précision, de sûreté, donc toute la dimension de sécurité pour des activités critiques. Et l'IA, pour l'instant, a moins pénétré ces activités parce que c'est plus compliqué. Et je sais que beaucoup d'entreprises y réfléchissent, notamment le manifeste des grandes entreprises pour l'IA, notamment le grand défi de certification de l'IA de confiance dirigé par Julien Chiaroni, que l'État a créé en 2019 pour traiter ces sujets. Le NIST, il y a tout un courant de pensée. Le LNE travaille beaucoup sur ces questions. Et puis après, il y a aussi, et c'est aussi notamment la nouveauté et l'apport de l'AI Act dont vous allez débattre aujourd'hui. Donc ça, c'était l'annexe 2 de ce projet d'AI Act, c'est-à-dire toutes les dimensions qui touchent atteinte à la sécurité, à la sûreté. Et puis, dans la gouvernance algorithmique, dans ces risques, il y a
peut-être des effets de sélection, parce que la statistique, par définition, par construction, abstrait certaines catégories. Quand on les connaît, quand on les définit par des statisticiens, c'est facile, mais quand elles sont définies par la machine de manière extrêmement complexe, pas toujours discernable, et bien là, il y a des risques de sélection et d'embarquement de biais pas forcément conformes à nos valeurs démocratiques. Et donc les AI Act, c'est ça, c'est en Europe, d'imaginer dans une situation dans laquelle l'Europe n'est pas en avance sur cette technologie par rapport à d'autres ensembles géotechnopolitiques, eh bien, il faut être capable à la fois d'être dans la course scientifique, technologique, économique, c'est très important, et en même temps de faire respecter nos valeurs, nos choix démocratiques. Ces valeurs sont incorporées dans la CEDH, sont incorporées dans évidemment les traités de l'Union européenne et tous les textes associés, dans les déclarations de principe de l'OCDE. À chaque fois, il y a des différences, c'est normal. Et donc c'est Human-Centric AI. Et donc l'AI Act a reposé comme ceci, avec une approche graduée par les risques, avec 4 niveaux de risque, avec des choses qui sont totalement non voulues en Europe. En gros, une gouvernance totalitaire qui entraînerait un contrôle social généralisé. Des activités à haut risque, donc là, Emmanuel il viendra avec des définitions à ciseler, et c'est pas facile. Il ne faut pas trop embrasser pour ne pas étouffer l'innovation. Et en même temps, il faut répondre aux demandes. Donc ça, tout ça, c'est l'annexe 3. Et puis après, dans d'autres domaines, soit il y a des risques faibles, soit il y a des risques il y a des risques dont il faut se garder, c'est-à-dire, en gros, la personnalisation de l'IA. Il faut toujours savoir qu'on intervient avec une machine, qu'elle n'a pas de connaissance, qu'elle n'a pas de représentation du monde, en tout cas à l'état de l'art actuel de l'IA, et sans doute pour longtemps encore. Et donc voilà, ça c'est le pari de l'AI Act. Donc moi je suis ravi que vous en parliez aujourd'hui de tous ces débats. J'ai vu évidemment et j'ai étudié la composition de la journée, donc vous entrerez dans les aspects juridiques, dans les aspects techniques, dans la façon de certifier, de fournir des référentiels. Donc il y aura plein de débats extrêmement intéressants, et c'est comme ça qu'on s'empare d'un texte. Un texte, c'est pas quelque chose de figé, enfin même si ça prend beaucoup de temps, et chaque mot, croyez-moi, est débattu avec 27 pays encore, et dans plusieurs enceintes, une enceinte technique, technocratique, la Commission, une enceinte de pouvoir, les États, une enceinte de délibérative, le Parlement, des trilogues à la fin. Il va falloir être capable d'appliquer ce texte avec intelligence. Je le disais, l'Europe n'est pas en avance, et un texte, c'est quelque chose de vivant. Il y a une interprétation, il y a une doctrine, il y a des corps et des organismes qui sont chargés de l'interpréter. Et il faut le faire avec réactivité. Cette technologie est très évolutive. Et donc aujourd'hui, le texte, il a été largement pensé pour le paradigme qui est actuellement dominant de l'IA supervisée. Et on a été bousculé. Les grands modèles autosupervisés géants, désormais avec de l'apprentissage par renforcement en partie, sont arrivés. Donc on a un peu maladroitement, on les a rajoutés dans le texte. Et puis demain, il y aura peut-être encore d'autres technologies. Donc il faut aussi, quand on légifère, aujourd'hui légiférer pour 50-60 ans, c'est un peu difficile, mais surtout dans le domaine technologique. Mais il faudra aussi être capable de l'appliquer avec discernement. Et c'est là où il faut faire attention parfois à la tentation d'avoir des textes qu'on trouve trop parfaits, on est trop content de nous quand on les a rédigés dans la sphère, on va dire, juridico-politique. Et il faut toujours regarder à les relire à l'épreuve du temps. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'importance. Et donc les débats que vous faites sont très importants parce qu'il faut falloir l'appliquer. Les techniques d'application ne sont pas encore là. Les référentiels, les benchmarks, les méthodes sont à inventer. Elles ont été spécifiées de manière très haut niveau, très horizontale dans le texte sur l'AI Act. Mais après, il va falloir les appliquer secteur par secteur. Type de technologie d'IA par type de technologie d'IA. Et en plus, on sait qu'un système d'IA n'est jamais la totalité d'un système. C'est toujours un système numérique qui embarque quelques fonctionnalités d'IA. Ces fonctionnalités sont parfois orthogonales par rapport à la programmation classique. Donc voilà, ça fait tout un ensemble de défis extrêmement complexes. Et c'est très important pour cela que vous puissiez apporter de la pédagogie, de la vulgarisation au bon sens du terme, expliquer. Et votre travail est vraiment précieux pour l'acclimatation de l'IA en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous parliez du RGPD, qui a quand même une dimension internationale. Est-ce que vous voyez ce texte, le texte sur l'IA, comme ayant une dimension internationale également, et quelles pourraient en être les répercussions diplomatiques? Merci. Par sa taille et la puissance de son marché, qui est un bien assez précieux pour nous Européens,
les textes numériques que l'on fait, les régulations numériques ont un impact international. Et j'ai eu la surprise l'autre fois, j'étais allé représenter la France au sommet annuel du Global Partnership on AI, donc le partenariat mondial pour l'IA, au Japon. Et les Japonais, l'administration japonaise me dit qu'ils regardaient l'AI Act avec avec énormément d'acuité, et qu'ils en transposeraient sans doute des éléments, alors pas forcément tout, bien sûr, il y a un choix de sélection, il y a une souveraineté, mais voilà, oui, donc ces textes ont une puissance et une portée internationale, et aussi parce qu'ils s'appliquent aux importations. Et donc, la puissance de notre marché et notre taille, même si elle se réduit, même si la part de l'Asie augmente très fortement, même si technologiquement il faut prendre garde de ne pas se laisser déborder, et notamment en IA, c'est un vrai risque. Quand je regarde par exemple, puisque je parlais tout à l'heure du paradigme de ces modèles géants autosupervisés, on peut quand même s'inquiéter que les initiatives, les capacités en France et en Europe soient relativement modestes, limitées, voire assez absentes. Pour moi, c'est un motif d'inquiétude. En termes de risque de décrochage, ces modèles ont des défauts, c'est pas la fin de l'histoire de l'IA, ils sont très gourmands en énergie, mais on voit aussi les capacités d'émergence. Bon, il y a l'effet waouh que tout le monde expérimente en ce moment avec DALL-E ou ChatGPT ou d'autres, Stable Diffusion, enfin il y en a plein. Il y a eu l'effet waouh avec AlphaFold 2.0 pour les scientifiques de la santé et les biologistes, mais voilà. Mais oui, il y a un impact international, mais dont il ne faut pas non plus se griser. Voilà, notre réglementation n'est pas parfaite, et en Europe, on est les seuls au monde à avoir fait ce choix. C'est un choix qui a été voulu par la Commission européenne, qui a le monopole de l'initiative, et c'est un risque. Donc il faudra être vraiment capable de ne pas étouffer l'innovation. Donc voilà, donc il y a eu ce courage de fait, mais ça nécessitera vraiment une mise au point dosée, et comme je le disais tout à l'heure, une lecture sans doute pas trop bureaucratique, pas trop juridique pour le juridisme. Il faut être capable, voilà. Et là, bon, moi je l'ai déjà dit, donc je le redis, même si on est en enceinte, voilà, j'ai un devoir de réserve, je suis fonctionnaire, mais et puis il y a un texte européen qui est validé par les États, dont celui que je représente en partie. Mais il faudra être capable, voilà, d'évoluer, de discernement, et de ne pas surimposer. Et quand on regarde, on va dire, les soupapes de sécurité, je vois qu'on est plus audacieux dans la fintech avec le régime pilote qu'on ne l'est, même si grâce au travail d'Emmanuel, on a inscrit de nouveaux textes en termes de bac à sable d'expérimentation, mais ils sont extrêmement contraints. Est-ce qu'on aura les moyens de les mettre en œuvre véritablement? Est-ce qu'ils seront à l'échelle? Voilà, ça c'est aussi une vraie source d'inquiétude. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Oui, bonjour. Oui, j'avais une question concernant à qui va s'appliquer les AI Act. Est-ce qu'il y aura des exceptions pour les entreprises militaires, par exemple, ou de défense, compte tenu du contexte actuel avec la guerre en Ukraine? Oui, l'AI Act a prévu des exemptions, d'abord des exemptions scientifiques. Il ne s'applique pas à la science, c'est un acte qui s'applique à l'économie numérique de l'IA. Et le domaine de la défense pure, alors Emmanuel pourra peut-être sans doute plus que moi, avec précision, parce qu'elle a suivi tous les développements, vous répondre à votre question. Mais oui, il y a des exemptions, on va dire, de principe, mais évidemment, tout le problème et toute la discussion et toute la difficulté à porter sur le régime duo, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, enfin la plupart des usages sont duo. Et donc, évidemment, si on exempte les militaires, il ne faut pas exempter l'application de ces systèmes dans le civil. Donc voilà. Mais Emmanuel vous fera le point le plus actualisé sur cette question. Oui, j'avais une question. La plupart des frameworks de base qu'on utilise maintenant pour développer des intelligences artificielles sont sur la base d'algorithmes en open source développés par les GAFA sur des plateformes qui sont américaines pour la plupart. Comment est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, s'assurer que les algorithmes de base qu'on utilise sont bien corrects par rapport à l'impact IA, enfin par rapport à toute la réglementation qu'on veut mettre en Europe? Enfin, quels seront les moyens qu'on aura pour légiférer là-dessus? L'open source par construction est une garantie, puisque ça veut dire qu'on peut en partie regarder comment les choses sont construites. Donc tant que l'open source reste réel, ce qui ne veut pas dire dépourvu de droit économique, je dirais il y a des garanties, mais elles ne sont pas forcément parfaites. Et puis oui, il y a des activités de rétro-ingénierie, et en même temps, il y a ce que je disais, tous les principes liés à l'importation. Et donc l'importateur
Et donc l'exportateur, la source, a l'obligation de donner un certain nombre d'éléments, en tout cas pour les usages d'IA au risque, hein, bien sûr, parce que pour le reste, c'est pas forcément nécessaire ou souhaitable. Et donc, c'est tout le débat sur la chaîne de responsabilité. Et donc, c'est par ces mécanismes-là, les mécanismes d'importation, de diffusion, et donc l'IA Act, c'est pareil, Emmanuel pourra éventuellement préciser, prévoit tout un ensemble de responsabilités en chaîne. C'est par ce biais-là essentiellement. Et après, on peut aussi souhaiter qu'émergent de telles plateformes en Europe. Merci. Je crois qu'il y a peut-être encore une question par ici. Oui, bonjour, Nathalie Landré, Criteo. On a un texte qui est basé sur une approche par les risques qui est censée en fait capturer à peu près 15 à 20% des systèmes d'IA, et on voit que l'approche par les risques, ce qui est considéré comme un risque dans le monde digital, est assez variable en fonction de chacun. Comment fait-on en fait pour ne pas avoir un texte qui vire dans son contenu et dans son application un certain principe de précaution qui serait très dommageable pour l'innovation ? Je crois que la réponse réside dans la technologie de législation de l'Union européenne, qu'on appelle dans notre jargon le New Legislative Framework, et donc qui prévoit en gros que l'Europe pose des grands principes transversaux et unificateurs, qui d'ailleurs ont un atout, c'est de unifier le marché numérique européen, parce que comme c'est notre force, c'est notre atout, notre levier de négociation, si je puis dire, il faut vraiment... et donc ça rapproche tous les secteurs, et on sait que l'IA est un secteur dans lequel une innovation peut se transférer ou se transposer mutatis mutandis dans d'autres secteurs. Et à l'inverse, faire la confiance et avoir un mécanisme de reconnaissance par défaut. Et donc là, c'est le rôle vraiment très important de la normalisation volontaire, ou lorsqu'elle est inexistante, des spécifications communes que l'Union européenne peut adopter. Et donc lorsque cette normalisation est reconnue au journal officiel de l'Union européenne, il y a une présomption de respect de l'AI Act. Donc il sera très important justement de développer sectoriellement ou par technologie ce type de référentiel ou de normes pour éviter justement d'avoir que chaque acteur doive obligé de tout reprouver, de tout revérifier, etc. Donc ça effectivement, ça sera un travail titanesque, mais vraiment important pour garantir les marchés et éviter la surrégulation. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question, une observation peut-être ? Oui. Impact AI réalise pratiquement tous les ans un observatoire sur l'intelligence artificielle, savoir comment l'intelligence artificielle est perçue du grand public ou des salariés. GPT-3 a explosé finalement ses serveurs il y a quelques jours avec un nombre de demandes incroyables. Comment pensez-vous finalement que ça va modifier la perception auprès du grand public de l'intelligence artificielle? Quelle incidence cela va-t-il avoir pour vous? Moi, comme tout le monde, j'ai joué avec et j'ai un peu essayé. Donc, c'est extrêmement impressionnant parce que c'est inédit en termes d'aisance, de langagière, etc. Après, on voit que la base d'information qui est derrière reste assez limitée, et on voit que ces modèles, manifestement, n'ont pas de représentation du monde. De la même manière, avec les mêmes outils génératifs d'images à partir de textes qui sont absolument fantastiques. Moi, je me suis... on réfléchissait sur la French Tech avec les coques rouges, etc. Et je me suis amusé à créer des coques dans toutes les origines. Donc voilà, on peut créer un coq dans un papyrus, voilà. Et c'est assez impressionnant. Et la machine vraiment reprend des choses de chaque époque, de chaque style. Donc ça, c'est très impressionnant. Mais derrière, il y a quand même des défauts. Donc les coques étaient toujours avec deux têtes. Donc manifestement, la machine ne sait pas ce que c'est qu'un animal, ne sait pas ce que c'est qu'un coq. Voilà, et donc il va falloir faire attention à ce que le public ne s'égare pas et comprenne le mode de fonctionnement et les limites de ces machines. Et ça, c'est une tâche ardue parce qu'on a tendance à personnaliser la machine, et ça, il faut y prendre garde. Et plus dur encore, connaître les limites de son espace d'apprentissage. Donc ça, voilà, c'est un défi, ne pas verser dans la gouvernance algorithmique et la confiance aveugle, et en connaître les limites. Très bien, merci beaucoup.